C'est un joli coin comme la France en recèle beaucoup. Il est niché au cœur de la Côte d'Or, en Bourgogne, à quelques encablures de Beaune, dans une vallée encaissée dans un petit massif montagneux, la vallée de l'Ouche. Loin du tumulte touristique de la cité beaunoise, Lussigny-sur-Ouche est un petit village qui compte à peine plus d'une centaine d'habitants et où les vieilles pierres côtoient les cimes boisées des reliefs alentours. Son château de 1690 est intéressant à plus d'un titre. Sa mairie, installée dans une vaste maison de maître du XVIIIe siècle, aussi. Mais plus encore, Lussigny était au XXe siècle au cœur d'un pèlerinage local lié à la source de l'Ouche. L'un des points de départ de ce pèlerinage était son église, construite en 1837. Modeste, l'édifice est aujourd'hui à sauver. De vastes pancartes installées sur son flanc, alertant les automobilistes de la situation. Pour ce nouveau numéro de Paroles d'Art, nous discutons avec 6 Lussigniens. Ensemble, nous évoquons leur commune et son patrimoine, ainsi que le cas de son église, qui est loin d'être isolée en France. Rencontre avec Hugues de Varine, que certains de nos auditeurs connaissent sans doute, notamment pour ses travaux autour de l'écomusée du Creusot, Éric Béraud, le maire de la commune, Jean-Marc Marlet, Claire-Marie Labrune et Marie-Annick Éouzan. Cette dernière est accompagnée de sa mère, Simone Éouzan, 101 ans, la mémoire du canton, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui à Lussigny, dans la mairie, pour ce podcast consacré à Lussigny dans son ensemble, mais aussi à divers points assez spécifiques sur la vallée de l'Ouche et sur le patrimoine du village. Je suis moi-même très touché d'être ici, puisque, certains le savent, je suis bourguignon, je suis de la région, et je suis très souvent passé à Lussigny. Et il y a quelques années, j'avais aperçu le panneau sur l'église « Église à sauver ». Et c'est grâce à une rencontre il y a quelques mois à la Sorbonne Nouvelle à Paris, donc pas vraiment en Bourgogne, une rencontre avec Hugues de Varine qui est à ma droite, qui a donné lieu à ce projet de podcast, puisque j'ai découvert que Hugues habitait depuis très longtemps à Lussigny, ce que je ne savais pas, et nous avons mûri ce projet pour évoquer Lussigny dans son ensemble, évoquer l'église et évoquer le patrimoine de la vallée de l'Ouche, qui nous sont chers à tous les deux et à tout le monde autour de cette table, je pense. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc dans un premier temps, peut-être qu'on peut faire justement un tour de table pour se présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Hugues, peut-être que tu veux commencer. Bon, je suis Hugues de Varine, je suis un citoyen de Lussigny, et je suis pas né là, mais je suis là depuis l'âge de quelques jours, de quelques mois, et donc ça fait très longtemps. J'ai grandi ici, j'ai passé des vacances parce que je travaillais ailleurs, et puis j'ai même travaillé ici, j'ai eu mon entreprise ici, et maintenant, retraité, j'essaye de m'occuper aussi du patrimoine de Lussigny. Merci beaucoup. Madame, peut-être que vous voulez vous présenter ? Bon, alors Simone Éouzan, je n'ai jamais habité Lussigny que depuis quelques années, mais nous y venions en vacances chez ma grand-mère qui habitait le village. Et de temps en temps, les week-ends. Moi, je suis née à Beaune, mais en fait, on venait souvent à Lussigny en vacances parce que j'ai un lien avec l'ancienne métairie de l'Ermitage qui était à ma famille. Dont on va reparler dans quelques instants. Marie-Annick Éouzan, donc je n'ai jamais non plus habité, sinon il y a quelques années, dans cette maison de famille qui remonte peut-être à la fin du XVIIIe. Et construite par un ancêtre qui était maçon. Et autrement, je travaillais sur Paris, mais je venais en moyenne tous les 15 jours. Jean-Marc, j'habite Lussigny depuis 2004, mais en fait, ma famille est originaire de Lussigny. Ma mère, ma grand-mère et mon grand-père ont habité le village, et j'habite aujourd'hui la maison de famille également. Oui, Éric Béraud, moi je suis le maire de la commune depuis 2008, et contrairement aux autres, je suis pas du tout bourguignon, je suis originaire du sud de la France. Ça arrive à des gens très bien. Et en 2000, quand je suis passé devant ce village, j'ai été charmé et j'ai trouvé qu'il avait des atouts extraordinaires. Et donc j'ai décidé de m'y installer, voilà. Et depuis, je n'ai plus bougé.
Très bien. Une belle tablée donc pour évoquer Lusigny. On va commencer tout de suite en présentant de manière générale Lusigny et la vallée de l'Ouche peut-être, le replaçant en fait à l'échelle de la Bourgogne, puisque c'est pas forcément évident pour tout le monde, y compris la vallée de l'Ouche en elle-même, avant d'évoquer plus généralement donc son histoire et son patrimoine. Donc, je sais pas qui veut commencer, qui veut lancer la discussion pour introduire Lusigny à l'échelle de la Bourgogne. Bon, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça, pour parler de Lusigny, mais sur le plan géographique, on peut quand même en dire quelques mots. Donc, nous sommes en Bourgogne. En Bourgogne, nous sommes dans le département de la Côte d'Or, et dans le sud de la Côte d'Or, et dans une région particulière qui est une région montagneuse, de petites montagnes, mais de montagnes, qui sépare la vallée de la Saône, que tout le monde connaît parce que, ne serait-ce que par son climat, et le plateau d'Aussois, qui rejoint ensuite le Morvan. Donc ça aussi, tout le monde connaît le Morvan. L'Aussois est moins connu, mais c'est un plateau d'élevage. Entre les deux, il y a une zone de montagne calcaire, avec beaucoup de forêts, des rochers, etc., et des rivières profondes, dont une, la plus importante, qui s'appelle l'Ouche, qui passe à Dijon d'ailleurs, et qui ensuite est à l'affluent de la Saône. Et la vallée de l'Ouche commence par une source qui se trouve dans le village de Lusigny-sur-Ouche. Donc nous sommes à la source de cette rivière, et avec une histoire, parce que nous nous trouvons là, d'abord à une source, mais ensuite à proximité d'une route importante autrefois, et qui était une voie romaine et ensuite une voie médiévale qui rejoignait Besançon à Autun. Ce site qui faisait partie historiquement et a resté encore longtemps dans le diocèse d'Autun, faisait partie d'Autun, Autun-ville gallo-romaine, avec des villas romaines, avec des sources plus ou moins thermales, etc. Et Lusigny est probablement d'origine romaine, gallo-romaine, et sa source semble-t-il, d'après des fouilles, d'après des trouvailles qui ont été faites, était une source thermale. Juste, moi je voudrais revenir juste un petit peu sur le côté administratif de la commune, juste rajouter qu'on fait partie de l'arrondissement de Beaune, ce qui est très intéressant pour nous, parce que Beaune étant situé à 15 km, si vous voulez, ça nous permet d'être assez attractif, hein, au niveau du tourisme et aussi au niveau de l'immobilier. Et on dépend du canton d'Arnay-le-Duc. Donc une histoire très ancienne. Quel patrimoine on peut voir à Lusigny, justement? Il y a du patrimoine un peu de toutes les époques. Quel est le patrimoine de Lusigny? Tous les gens qui passent à Lusigny sur la départementale disent tous à peu près que c'est un beau village bien conservé. Effectivement, le village n'a pas été abîmé par des restaurations malvenues ou sauvages. Et toutes les maisons, quasiment toutes les maisons, ont gardé leur cachet de pierres calcaires des hautes-côtes, ou de l'arrière-côte, selon comment on se place. Ce qui fait que, quand on se promène dans les rues du village, on a un aperçu de la construction. Ce n'était pas un village de vignerons, comme on l'entend dans la côte de Beaune. C'était un village d'agriculteurs, même s'il y avait quelques vignes quand même. Et les maisons sont beaucoup plus modestes, mais elles restent très belles par leur structure en pierre. Il y a eu des toits de lave longtemps encore, et maintenant tout est passé en tuiles plates ou en tuiles mécaniques, mais visuellement c'est un très beau village. J'ai un lien familial avec l'ancienne métairie de l'Ermitage, près de la source de l'Ouche, dans le vallon de Presles. Donc cette métairie, elle a été achetée par notre ancêtre Étienne Cunier, qui était garde des bois du comte de Gannet, et plusieurs générations se sont succédées. Et ma grand-mère maternelle, Marie-Reine, sera la dernière à naître à l'Ermitage, car ses parents iront s'installer au village ensuite.
Ils auront aussi 4 autres enfants. Et puis la ferme de l'Ermitage va être délaissée et une grande partie des pierres sera utilisée pour l'aménagement de la source de Louche. Et dans les années 1965, mon père Jean Boulère, natif d'Aussan, entreprend la réhabilitation de ce lieu qui était un héritage de son épouse Jeanne Gallo. La grange est restaurée ainsi qu'un bel espace naturel qui s'intègre dans l'environnement. Mais il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai des papas enlevé les épines un peu derrière la grange. Puis maintenant, mes parents sont plus là, donc avec mon mari, on essaie de reprendre, de continuer. Voilà. Puis il y a beaucoup de promeneurs. Bon, il peut y avoir des actes de vandalisme, mais la plupart du temps, les gens sont en droit de se promener et respectent les lieux. Oui, c'est ça, quand on vient à Lusigny, et pas que le week-end, il y a beaucoup de promeneurs, de gens qui viennent sur ce chemin. Peut-être pour rebondir sur la première partie de votre intervention, oui, il faut rappeler que Lusigny est une terre de Ganais. Peut-être que, Hugues, tu veux évoquer ça, les Ganais. Les Ganais. Oui, alors, historiquement, donc, bon, je ne vais pas refaire l'histoire du château, etc., mais le château qui est du XVIIe siècle, dans son état actuel, XVIIe et XVIIIe siècle, est arrivé au milieu du XVIIIe siècle dans la famille de Ganais, qui est une famille de Dijon. C'était une résidence secondaire, probablement de chasse, un beau rendez-vous de chasse. Enfin, c'était pas une résidence permanente. Et ce château et les Ganais étaient propriétaires, pratiquement propriétaires ou seigneurs, d'une façon ou d'une autre, de tout le territoire. Et ils sont assez importants pour le village parce que lorsque la première église, après à l'endroit de la source, est tombée en ruine, c'est les seigneurs qui ont donné leur chapelle pour le village, comme église du village. On en reparlera à propos des églises, mais c'est là, dans ce qui est le cimetière actuel, que se trouvait la chapelle du village, qui était la chapelle du château des Ganais. Et puis ensuite, c'est les Ganais qui ont donné le terrain de l'église actuelle, dont on reparlera. Donc c'est quand même une famille importante pour le village, et le château reste le plus principal bâtiment, le principal édifice du village de 1690, avec son parc, etc. Oui, un très beau château. Mais justement, on peut parler de l'église tout de suite, puisque quand on traverse Lusigny par la route qui va vers Bligny, etc., ce qui marque, c'est l'église, et notamment les gros panneaux sur l'église, où il y a marqué « Église à sauver », donc qui est une église récente, du 19e siècle, du moins pour ce bâtiment-là. Est-ce que vous voulez présenter justement les caractéristiques de cette église et surtout les considérations qu'il y a autour de ce bâtiment aujourd'hui, savoir sa restauration, son sauvetage plus généralement, et la nouvelle destination qu'on peut lui trouver. Je ne veux pas trop en dire, je vais vous laisser expliquer le dossier entre guillemets, mais voilà, qui veut intervenir? Je veux bien commencer, mais Hugues et puis Jean-Marc compléteront avec Marie-Annick. Alors effectivement, comme on l'a dit, cette église date de 1837 exactement. Il faut quand même savoir que Lusigny a eu des péripéties avec ces différentes églises. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé de l'Ermitage, et on peut supposer que, en fait, le village de Lusigny, au tout début, on va dire, se situait justement près de la source de Louche, puisqu'on a quelques vestiges encore, donc l'Ermitage, et donc cet ancien emplacement aujourd'hui sur lequel il y a simplement un oratoire, mais on sait que la première église de Lusigny se trouvait ici, donc à côté de la source de Presles. Et je pense que par un manque... alors ce qui est logique, si vous voulez, c'est qu'au départ, le village se soit implanté dans ce lieu, c'est la proximité de la source, en fait. Puisqu'on sait qu'à l'époque, ce qui était recherché, c'était l'eau, évidemment. Mais très rapidement, je présume que l'emplacement s'est trouvé un petit peu étriqué. Et le village a migré vers le nord où la plaine était un tout petit peu plus ouverte, la vallée était un peu plus ouverte, et où on trouve aujourd'hui le village tel qu'il est.
Et je disais donc que Lusigny avait eu des problèmes avec ses églises, parce que, à savoir que la première église donc, dont je viens de parler, bon, visiblement, elle a brûlé. Et donc c'est à ce moment-là que le châtelain donc, de Ganay a mis à disposition des villageois la chapelle, je pense que c'était une chapelle à l'époque, Hugues, tu pourras peut-être compléter, mais et qui s'est trouvée sur l'ancien cimetière qui existe toujours aujourd'hui. Hein. C'est la chapelle qui a devenue église paroissiale qui a provoqué le cimetière. Car il y avait juste les tombes des Ganay. Oui. Mais oui, puisque le cimetière se situait à l'Ermitage. À l'Ermitage. Voilà. Et alors pour revenir en 2-3 mots sur l'Ermitage, à l'époque où il y avait cette chapelle, en fait, elle appartenait à 2 villages. Elle appartenait aussi au hameau de Grandmont. C'est-à-dire que les gens de Grandmont venaient à la messe à l'Ermitage. Voilà. Et ils venaient aussi enterrer leurs morts autour de cette chapelle, quoi. Et d'ailleurs, le chemin aujourd'hui qui existe toujours, qui va de Grandmont jusqu'à l'Ermitage, s'appelle le chemin des morts. C'est voilà le nom. Le vers des morts. Le vers des morts. Voilà. Et donc, une fois que la chapelle donc, du château a été prêtée, on va dire, aux habitants du village, très rapidement, par contre, visiblement, elle est devenue un petit peu étroite. Et donc, les villageois se sont attelés à la construction d'une véritable église, quoi. Et malheureusement, ils n'ont pas réellement bien choisi le lieu de la construction, puisqu'ils ont construit sur un marécage, et avant la fin des travaux, l'église s'est enfoncée dans le marécage. Donc voilà, rapidement, ils ont compris leur erreur. Ils ont récupéré toutes les pierres qu'ils pouvaient récupérer et ont construit donc cette nouvelle église qui se trouve actuellement près de la départementale. Effectivement, quand on passe, on peut la voir, qui existe, comme je disais tout à l'heure, depuis 1837. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est la dernière. On espère qu'elle va tenir le choc. On fait tout pour, en tout cas, hein, puisqu'on a lancé des travaux avec un petit peu des appels à droite à gauche pour pouvoir nous aider à financer ce coût qui, pour une petite commune comme la nôtre, était un peu difficile. Enfin, le budget était difficile à boucler. Voilà. Donc je veux bien laisser parler quelqu'un d'autre sur cette nouvelle église et puis sur les travaux qui ont été réalisés et sur les travaux qui restent à réaliser. Oui, alors le château est classé puisqu'il a un escalier monumental remarquable qui est classé. Autant l'église de Lusigny, telle qu'elle est actuellement, est extrêmement modeste. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent une fois élevé le premier projet là, sur le marécage pour aller déjà au bout des travaux, puis il fallait aller vite parce que le village s'était agrandi assez rapidement. Il était passé à 400 habitants, ce qu'on n'a pas reconnu depuis, en fait, puisque là on est entre 110 et 120, c'est tout. Et donc il fallait trouver très très vite déjà un lieu et puis des moyens financiers, matériels pour édifier cette église qui était indispensable. Donc il a fallu récupérer les pierres, payer le maçon pour les acheminer vers le nouvel emplacement, de sorte que l'église a été construite selon des plans simples et assez passe-partout. Hein. Dans sa conception, elle est très modeste. Elle est classique pour l'époque. Il n'a pas été possible de faire les enduits intérieurs tout de suite. Il a fallu attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir les moyens, que la commune ait les moyens de financer ces travaux. Les cloches n'ont pas pu être mises en place tout de suite non plus. Il devait y avoir une horloge manifestement, comme on en voit sur les églises là autour. Il y a l'emplacement, mais il n'y a jamais eu d'horloge. Et puis surtout le toit,
au lieu d'être en ardoise, comme c'est le cas de toutes les villages, de toutes les églises de la région, a été fait en zinc, enfin disons plutôt, à mon avis, au départ en tôle. Une tôle qui a pas trop bien vieilli. Ce qu'on voit encore sur le clocher actuellement. Absolument, Oui, effectivement. avec la rouille et les jointures qui ont provoqué des fuites. D'accord. Oui. Donc c'est une église très modeste, mais qui a été un lieu de vie et de rassemblement communautaire pour le village, et notamment dans le cadre du pèlerinage annuel qui, Hugues le dira, il en parlera mieux que moi, a pu attirer à une époque plus de 1000 personnes. Le pèlerinage consistant à marcher de l'église actuelle jusqu'à Presles et à l'oratoire de Presles, à côté duquel la messe pouvait être dite aussi en plein air. Donc c'était en même temps qu'un événement religieux, une très très grande fête pour la communauté villageoise, où tout le monde participait, mais aussi pour énormément de personnes des environs. D'accord. Avant de réévoquer peut-être plus en détail justement le pèlerinage qui est très intéressant et qui est très important à Lusigny, pour terminer sur l'église, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Est-ce qu'il y a du mobilier? Est-ce qu'il y a des tableaux? Encore des choses comme ça? Je crois que quand on l'avait visité, Hugues, il y avait des tableaux qui ont été donnés par les Ganais, il me semble. Il y avait Eliezer et Rebecca, il me semble. Oui, tout le décor de l'église a été donné par les Ganais, sauf 2 vitraux. Mais le reste, les vitraux, les autres vitraux, sont tous des vitraux Ganais avec les armoiries des Ganais, et les tableaux religieux qui sont dans l'église sont des tableaux donnés par la famille de Ganais. Ce sont des tableaux du 19e siècle, qui sont des copies, probablement, ou des imitations de tableaux plus anciens, du 17e par exemple, mais qui sont ce ne sont pas des tableaux du 19e siècle, ce sont des tableaux faits au 19e siècle sur des thèmes plus anciens. Tableaux religieux évidemment. Sinon, il y a 2 vitraux. Un, je n'arrive pas à identifier l'origine d'un tableau de la Vierge qui est. Je n'ai pas identifié il y a une date. Et l'autre tableau qui est le tableau. Alors, ce qui est important parce que c'est le tableau fait en l'honneur d'un ancien habitant du village qui était devenu prêtre et curé d'une autre commune du département, et qui a été à la suite d'une guérison par l'eau de Presles, l'eau de la source de Presles, qui a été le constructeur de ce qu'on appelle une grotte, mais qui est en fait une espèce de petite édicule en pierre locale, en pierre trouée, rococo, avec une autre statue de la Vierge, qui est différent de l'oratoire, mais qui est à côté de la source même, une des sources de Louche, et qui est important pour le pèlerinage. C'est-à-dire, le pèlerinage allait à l'oratoire et à la Vierge du XVIe siècle, qui est dans l'oratoire, et allait à la source pour boire de l'eau de la source, etc. Donc c'est important comme lieu de pèlerinage. Moi j'ai connu le pèlerinage, peut-être que Simone Houzan pourrait peut-être en parler. Moi j'ai connu un pèlerinage avec 1000 personnes, et même l'évêque. Enfin, c'était un pèlerinage qui était vraiment très tenu dans les années, disons 45, 50, 55. Je ne sais pas si vous avez un souvenir du pèlerinage. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Des personnes qui venaient de tous les villages du canton. Je me souviens qu'une dame venait de Meloisé à pied au pèlerinage. Qui? Ah ben, je ne sais pas son nom. Ouais. Une personne de Meloisé. Ah oui. Oui. Qui venait à pied de son village. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment de moyen de locomotion. C'est ça, oui. Et je pense que le pèlerinage a diminué d'importance au moment de la guerre.
Moi, je suis jamais venu. J'étais en zone libre, donc je ne sais pas si il existait pendant la guerre. Après la guerre, moi j'ai connu le pèlerinage avec 1000 personnes. Oui. Et c'était après la guerre, ça devait être en 47 ou 48, je pense. Ah oui. Mais c'était un pèlerinage important. Oui. Ah oui, je me rappelle que la sœur du curé de Lusigny recevait un nombre important de convives. C'était une préparation avec beaucoup de personnes du clergé. On chauffait le four, là, chez Madame Vauzel, pour les tartes. Elle préparait des tartes au quetch, je me souviens. C'est à peu près les seuls fruits qui marchaient bien à Lusigny. Mais on s'y mettait tous, quoi. Les voisins l'aidaient à préparer. C'était une grande fête. Et vous dites que le pèlerinage a commencé à perdre en importance à la sortie de la guerre. Progressivement jusqu'à s'arrêter totalement. En plus, il a été tué. Il restait encore il restait encore des pèlerinages, des petits pèlerinages, c'était pas les 1000 personnes. Mais je crois que ça a été tué par le fait que le pèlerinage était le premier dimanche de septembre. Et le premier dimanche de septembre, c'était encore les vacances à cette époque-là. Et quand les vacances se sont terminées au 1er septembre, le pèlerinage a coulé, si je puis dire. Ça, c'est l'effet vacancier, l'effet... Et est-ce que ça coïncide avec le moment où l'Église, dont on a parlé, a perdu aussi de son utilité ou de son... Parce qu'aujourd'hui, on va l'évoquer, mais aujourd'hui, vous cherchez une nouvelle destination pour cette Église. Il faudra... Ça, c'est plutôt... Ça fait un moment qu'on cherche une destination déjà, plutôt qu'une nouvelle destination. Savoir, la question a même été posée à un moment, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Est-ce qu'on la répare ou est-ce qu'on la laisse tomber? On a réuni, le conseil municipal avec le maire a réuni les gens du village dans l'église en 2017 ou 2016 pour évoquer l'avenir de ce bâtiment. On a été surpris du nombre de personnes qui sont venues et de l'unanimité de la réponse des gens. On veut garder notre église. On veut garder le bâtiment. Ça symbolise pour nous le village. Si elle n'est plus là, pour nous, le village perdra son âme. C'est un petit peu ça en gros. Et donc on est parti dans cette voie-là. On a monté des dossiers pour sauvegarder l'église. Oui, effectivement, on s'aperçoit que les gens, même si, les habitants du village, même s'ils ne pratiquent plus la religion, sont effectivement attachés à ce bâtiment qui fait partie du patrimoine, quoi. Et on en parlait tout à l'heure, sa situation à l'entrée du village contribue à cette volonté de vouloir garder ce bâtiment. Et le conseil municipal, évidemment, a suivi la vie générale, mais tout en se posant des questions, à savoir que mettre des milliers d'euros dans la restauration d'un bâtiment public, finalement, puisque ça reste un bâtiment public, mais qui n'est quasiment pas utilisé, quelque part, ça nous pose un petit peu problème. Donc, soit il est repris par la communauté religieuse catholique et effectivement, il faut qu'il refasse vivre ce bâtiment, soit il faut que quelque part on trouve une autre utilisation. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé. Il semblerait que, de toute façon, la communauté religieuse s'en tienne à 1 ou 2 messes par an, ce qui pour nous reste quand même assez insuffisant.
On peut pas, franchement, on peut pas laisser un bâtiment comme celui-là ne pas vivre, quoi. Alors après, évidemment, il faut trouver une activité qui puisse être faite dans ce lieu, mais qui respecte quand même la religion. Et ou alors faut carrément le désacraliser, mais ça c'est aussi une autre question, quoi. Et est-ce que vous avez déjà eu des idées, des projets d'activités ou des choses qui sont venues peut-être qui n'ont pas pu être réalisées ou qui ne sont pas réalisables, je ne sais pas. Alors, on va laisser Hugues répondre. Bon, on a étudié sérieusement toute une série de possibilités, d'hypothèses, et qu'on a étudié non seulement sérieusement, mais avec des interlocuteurs possibles, sur des questions d'environnement, des questions de service à la région ou à la communauté de communes, sur les questions de restauration des maisons, les questions très à la mode de techniques ou de matériaux, d'isolation, etc., qui pourraient être utilisés, l'espace, au moins la nef de l'église, pour faire des choses. Ça n'a jamais... Non, ce n'est pas que ça ne marchait pas, c'était simplement que Lusigny est une petite commune et il aurait fallu que la commune investisse dans cette affaire-là, car les gens qu'on voyait étaient très prêts à travailler avec nous, mais à condition qu'on paye, à condition qu'eux n'aient rien à payer. Donc on a toujours éliminé progressivement les hypothèses, ce qui fait que maintenant on se trouve un peu coincé. Il y a l'hypothèse toujours de faire du culturel, c'est la mode dans une église qui ne sert plus ou peu de faire du culturel, de faire des expositions, etc. Mais d'abord, ça coûte, c'est des activités qui coûtent cher. Et deuxièmement, nous sommes ici à Lusigny, il faut le rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut à 2 km de l'ancien chef-lieu de canton, mais qui est le bourg, un bourg-centre, qui est totalement équipé, qui a non seulement une grande église, mais qui a en plus des locaux de fêtes, des locaux d'activités, etc., que Lusigny n'aura jamais. Et donc, il est difficile d'imaginer quelque chose d'original à Lusigny. Je crois que ça se pose à beaucoup de communes, surtout quand, comme nous, elles sont proches d'un bourg-centre important. Enfin, relativement important par rapport à nous. Quand tu évoques un bourg-centre, tu parles de Bligny, non ? Bligny qui fait 850 habitants, mais qui est équipé comme était à chef-lieu de canton. Il n'est plus chef-lieu de canton, maintenant c'est Arnay-le-Duc, mais il a été chef-lieu de canton et il a sous son équipement, sur le plan médical, sur le plan scolaire, sur le plan commercial, etc., et sur le plan activité culturelle, artistique, etc. Et ce que Lusigny, avec 110 habitants, peut difficilement concurrencer. Et l'église, elle est en plus plus proche de Bligny. Enfin, elle est vraiment... Oui, du côté de Bligny, oui. Oui. Et quelles sont les prochaines étapes, justement, ne serait-ce que de la restauration, déjà, parce que la toiture a été refaite il n'y a pas longtemps, enfin, il reste le clocher, donc on parlait des tôles qu'on va encore bien rouiller sur la toiture du clocher. Oui, quels sont les prochains temps forts Ça, c'est plutôt le maire qui devrait dire ce qu'il envisage, mais... Le maire, il va envisager avec son conseil municipal, déjà. Et oui, alors, pour revenir un petit peu sur la restauration, effectivement, si vous voulez, au début, on avait quand même l'ambition de faire la toiture et le clocher en une seule opération. Et très rapidement, on s'est aperçu que financièrement, on ne pourrait pas. Donc on a dissocié, hein. On a déjà fait la toiture, qui était quand même la partie la plus urgente à réaliser, puisqu'on avait des fuites. Alors qui dit fuite, évidemment, aujourd'hui, on se retrouve avec à l'intérieur un petit peu de dégradation. Donc la deuxième, on va dire, la deuxième tranche de travaux, donc, qui devrait se réaliser soit fin 2023, soit début 2024, donc ça va être la réfection du clocher. Effectivement,
on va remettre du zinc plutôt que de la tôle peinte parce qu'on pense que ça sera un tout petit peu plus résistant. Après, on va peut-être faire une petite pause parce que va falloir qu'on remonte un petit peu les finances de la commune, même si il faut reconnaître, hein, on a obtenu pas mal d'aides, hein, soit par la région, l'État, le département. Et en plus, si vous voulez, on a ouvert une souscription avec la Fondation du patrimoine, qui nous a rapporté, aujourd'hui on avait misé sur 40 000 euros, on les a quasiment atteints, on doit en être à 38 000. Donc c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est quand même serein en se disant que voilà, notre projet on va le mener à terme avec la réfection du toit et du clocher. Après, il faudra qu'on voit un petit peu la restauration de l'intérieur, quoi, hein, parce que tout ce qui est peinture, voûte a un petit peu souffert des infiltrations. Et le mobilier, en fonction d'une utilisation, il faudra un minimum il y a les problèmes de l'électricité, le problème d'un mobilier qui est un mobilier d'église traditionnel et qui est complètement inadapté à des activités quelconques. On ne peut pas faire de bureau ou n'importe quoi là. Donc ça posera un problème d'une deuxième et d'une troisième tranche, si on peut dire, de travaux, mais qui dépendront de l'utilisation. C'est pour ça que faire la pause pour le budget communal, mais aussi pause pour la définition d'une utilisation. Oui, c'est une pause réflexion, quoi. Oui. Hein, puisque tant qu'on n'a pas trouvé une réelle utilisation, on ne peut pas se lancer dans une rénovation. Effectivement, Hugues a raison. Je pense qu'il y a beaucoup d'églises en France qui se posent la même question. Oui, c'est sûr. Oui. Et ça, c'est un problème qui vient d'être traité par le Sénat, etc. Et je pense que c'est important de poser la question et tout le monde tous les Français vont se retrouver. Les Français du milieu rural, en tout cas. Oui, moi, je constate quand même... c'est relativement récent, hein. Ou alors peut-être que je le vois plus parce qu'on a eu le problème avec notre église, mais les panneaux comme les nôtres, Église à sauver ou des choses comme ça, on commence à en voir pas mal, quoi. Les municipalités rencontrent de plus en plus de problèmes financiers pour restaurer leur église, quoi. Et voire même, on peut dire qu'il y a des églises aujourd'hui en France qui tombent complètement en ruine et qui sont soit détruites, soit rasées, soit vendues d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut constater, peut-être pas vraiment des églises, mais surtout des chapelles. On s'aperçoit que les chapelles sont régulièrement vendues, quoi. Oui, mais je pense aussi que ça m'est arrivé d'en croiser effectivement beaucoup des monuments dans ces comment dire, au cœur de ces problématiques. Je pense que ça dépend aussi de la typologie de l'église en elle-même. Je pense que dans certains endroits, une église de 1837 qui n'est pas forcément architecturalement parlant extraordinaire, ça intéresse beaucoup moins que si c'était une église romane avec des peintures. Et effectivement, peut-être qu'on se presse moins pour la sauver. Et c'est au cœur des questionnements pour le sauvetage de ces églises. C'est vraiment la typologie, en fait. Quelle importance on accorde à un monument du 19e siècle, peut-être dans un village qui en plus est entièrement en vieille pierre, des choses très 18, 17, voire des fois quand on va dans des coins de Bourgogne avec des vraies maisons 15e, où on considère des fois le monument comme je dirais pas un furoncle, mais vous voyez l'idée en fait que parce que là, par exemple, on parle de l'église de Lusigny, mais c'est totalement cet élément-là. C'est une église de 1837, donc on l'a dit, et qui, à l'extérieur, est très simple, et très, très classique, très 19e, et même fait inachevé, on ne va pas se mentir. Je pense que c'est le cas, d'ailleurs, on en avait parlé, il me semble. Ce n'est ni une église en néo-gothique, ni une église en néo-roman. C'est ça. C'est une église qui est originale. Elle est modeste, mais elle est originale par elle-même. C'est-à-dire qu'elle a sa caractéristique, c'est d'être ni néo-gothique, ni néo-roman. Si on compare aux églises de la région, des environs, les églises 19e sont toutes néo-romanes ou néo-gothiques.
sauf peut-être l'église de Lusigny, qui, elle, est particulière. Peut-être parce qu'elle est modeste, peut-être parce qu'elle n'a pas eu d'un architecte pour faire les plans. Oui, je pense qu'il y a quand même eu des plans. Oui, il y a eu des plans, bien sûr. Mais bon, ils ont peut-être été faits par le maire de l'époque, hein, je sais pas. Elle a été édifiée en moins de 2 ans. Ah oui, en moins de 2 ans. Il fallait aller très vite. Oui. Il fallait faire simple. Mais tous ces questionnements, alors pour sortir un peu du cadre des églises, mais en venir plus sur le patrimoine local, le petit patrimoine, ça on avait prévu d'en parler, mais donc du coup Jérôme Turquet n'a pas pu venir, mais je trouve ça intéressant d'évoquer la nouvelle vie du patrimoine local, puisque là on a parlé de la nouvelle vie d'une église, la nouvelle destination qu'on peut lui trouver. Oui, je crois qu'il faut... Cette affaire de patrimoine local, c'est intéressant parce que l'église de Lusigny, parce qu'elle n'est pas monument historique, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, fait partie de ce qu'on appelle, à mon avis mal, le petit patrimoine. Oui. C'est-à-dire que c'est un patrimoine qui est important pour les gens, qui n'est pas important pour le grand tourisme, pour les photographes, etc. Et donc, il se trouve, on a eu la chance ici, dans notre petit coin, on a eu la chance d'avoir ce Jérôme Turquet, qui est un éducateur à Beaune, qui volontairement, sur son temps libre, a pris en main, si on peut dire, d'abord la chapelle des Charnants, qui est une chapelle templière du XIIe siècle, et ensuite a pris en main des lavoirs ou des chapelles, la chapelle de Grandmont et l'oratoire de Presles, pour lui-même les remettre en état, respectueusement, mais les remettre en état, et dégager le tour, etc., pour que ça soit mis en valeur, ça soit respecté, mis en valeur, reconnu comme étant du patrimoine local. Et il a joué un très grand rôle sur plusieurs édifices dans notre environnement proche. Et je pense que il faut continuer, que le travail qu'on fait sur l'église, alors qui est beaucoup plus important que du petit patrimoine traditionnel, le travail pour l'église fait partie de ça. Et je pense que un des problèmes avec la perte de pratiques religieuses, donc le faible utilité d'une église en tant qu'église, actuellement, exige que non seulement on trouve des nouveaux usages, mais qu'on décide de savoir ce qu'on a fait à Lusigny, qu'on décide si on va conserver ou non ce patrimoine. À Lusigny, manifestement, on a décidé ça, et je crois que c'est un truc important. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal pour l'avenir lointain, mais c'est une décision démocratique, si on peut dire, une décision de la population avec la collectivité locale. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire pour l'Église avec la commune et l'association qui rassemble de l'argent pour aider à la restauration de l'Église, à la sauvegarde de l'Église, ça peut contribuer à une espèce de pédagogie ou d'éducation de la population sur non seulement les décisions de sauvetage, mais aussi la prise en main. Et comme l'a fait ce Jérôme Turquet, que nous aurions pu avoir aujourd'hui, mais qui a pris lui-même sur son temps libre pour restaurer ces bâtiments. Je ne dis pas que toute la population va se mettre à restaurer, mais il y a quand même tout un comportement et un regard sur le patrimoine, notre patrimoine vivant, ce patrimoine qui nous entoure et dont on profite, qui est, je crois, important. Et j'espère que tout ça va contribuer, le travail de Jérôme Turquet, le travail d'associations comme la nôtre, l'association des Charnants. Voilà, oui, je pense que... la chapelle des Charnants. Je pense qu'il faut parler après de l'association, puisqu'on ne l'a pas évoqué, et oui. Évoquer des activités que vous organisez, notamment pour les journées du patrimoine, etc. On va pouvoir en parler. Bon, enfin, non, c'était seulement... Enfin, moi, j'ai un peu tendance à faire de
la propagande, si je puis dire. C'est le moment de faire la propagande pour l'association. Si vous voulez présenter ce que vous y faites. Oui, l'association, déjà, le maire Éric a déjà dit que l'association avait été... Enfin, qu'il y avait eu cette manifestation collective de la communauté, des habitants, pour décider de la... Et puis l'association étant la conséquence de cette décision. Oui, en fait, l'association a été... Alors, je laisserai l'ancienne présidente en parler, mais oui, le départ, en fait, de l'association, donc des Amis d'Église, ça a été oui, la réunion de l'ensemble de la population. Et très rapidement, donc on a eu besoin de créer cette association. Et aussi, quand on a travaillé avec la Fondation du patrimoine, il fallait impérativement qu'une association existe. C'est-à-dire que la Fondation du patrimoine ne pouvait pas travailler directement avec la mairie. Il fallait qu'il travaille aussi avec l'association. En fait, c'est une répartition tripartite, comme ils appellent. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, c'était absolument nécessaire. Oui, mais là où je corrigerais un peu ce que tu dis, c'est que... Attention. Le jour de l'Assemblée dans l'Église, on a déjà parlé d'association. On ne parlait pas de Fondation du patrimoine, on a déjà parlé d'association. C'est-à-dire l'association émane quand même de cette volonté. La Fondation du patrimoine a dit il faut vous faire une association, etc., pour aller plus loin. Mais l'association, à l'origine, est venue de cette réunion, de cette assemblée générale de la population. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a peut-être pas été... la mobilisation n'a peut-être pas continué indéfiniment aussi fort que ce jour-là, mais ça a quand même été le départ de l'association. Mais ça, c'est Marianne qui devrait parler de l'association. Oui, enfin, juste une petite précision. Oui. C'est vrai que quand on a provoqué cette réunion, donc pratiquement l'ensemble de la population, effectivement, s'est déplacé. Et c'est vrai, comme tu disais très justement, très rapidement, ça s'est affaissé comme un soufflet, quoi. C'est-à-dire que une fois que l'ensemble de la population finalement s'est retrouvée rassurée en se disant bon, mais c'est bon, le conseil municipal, la municipalité va faire en sorte que notre église perdure. On a eu beaucoup moins de volontaires pour participer à la suite des opérations. Tu couperas si tu veux, mais c'est la vérité. C'est vrai, oui. Oui, donc l'association a été créée fin 2017, après le temps de rédaction des statuts, du règlement, etc. Et très rapidement, on a pu faire mettre en place sur le clocher, grâce à des artisans et entreprises qui nous en ont fait cadeau, les grands panneaux qu'on voit encore aujourd'hui et qui datent. Oui, qu'on voit bien de la route, oui. Et qu'on voit très bien. Oui, je pense que c'est fait pour, oui. Et qui ont bien duré en dépit des intempéries et des changements de saison. Oui, ils sont là depuis le début. Il fallait commencer par là pour faire un appel et informer tout le monde du projet de restauration, surtout de l'urgence de la restauration, puisque à la dernière messe d'obsèques, le curé ne pouvait même plus entrer dans la sacristie parce que ça coulait à travers le néon central et il y avait des personnes qui étaient obligées de se pousser dans les bancs parce qu'il y avait carrément des chutes d'eau et des bouts de tuiles qui tombaient de la voûte. Donc, ah oui, d'accord, des bouts de tuiles. Ah oui, carrément. Oui. Et donc, il a fallu faire des échos très rapidement. Donc, au début, je pense quand même qu'au départ, il y a eu un élan généreux qui nous a rapidement permis d'avoir une caisse financière et de lancer des événements. Jusqu'à ce que le Covid arrive et nous donne un coup de frein monumental.
les projets sur lesquels on avait travaillé et qui avaient occasionné des réunions entre différents groupes de personnes du village. Ces projets-là ont avorté puisqu'il a fallu les annuler. Et je crois que ça nous a un petit peu découragés. Et puis d'autre part, ça a duré 2 ans quand même. Et la reprise a été un peu difficile. Mais nous avons eu de très très beaux événements, dont ce concert d'un groupe d'étudiants d'un conservatoire de musique au nord des Pays-Bas, avec son chef d'orchestre et enseignant qui a une résidence secondaire à Lusigny. Ce concert ayant eu lieu devant le château, dans des conditions parfaites, et les étudiants ayant été hébergés surtout sur Bligny, mais ayant été aussi reçus par la commune pour faire leur répétition. C'était un moment assez extraordinaire, des moments extraordinaires. Donc il y a eu de très belles choses. Et aujourd'hui, vous organisez encore des activités, vous avez des choses de prévues, notamment je pense aux journées du patrimoine. Hugues en particulier a travaillé longuement sur tout un programme pour l'été, qui nous emmène effectivement jusqu'au mois de septembre, aux journées du patrimoine, qui passe par des balades dans le village, des visites de l'église, un accueil le dimanche après-midi, à partir de la mi-juillet. Et deux concerts ceux-là sont dans l'église. Oui. Un concert plus varié de musique instrumentale et un concert d'orgue avec un orgue. Il n'y a pas d'orgue dans l'église, mais on fait venir un orgue pour ça. Et donc ça sera assez varié, qui a à la fois l'objet d'intéresser, disons, les résidents secondaires ou les visiteurs extérieurs venant au village, qui peuvent éventuellement contribuer au fonds de restauration, de sauvegarde, etc. Mais aussi amener les habitants à se rendre compte de la valeur du patrimoine local. Et pas seulement de l'église, ça fait du patrimoine du village, etc. Donc c'est tout un ensemble. Oui, et rouvrir l'église, même non restaurée, de l'intérieur, de façon à ce que la porte reste ouverte, si possible, 1 fois par semaine. C'est pas beaucoup, mais que les gens se rendent compte que cette église n'est pas définitivement fermée. Alors que maintenant, depuis longtemps, la porte est fermée et on peut plus y aller. Et la municipalité a même fait refaire une 2e clé. Par un spécialiste. C'est une œuvre d'art. Oui, parce que la clé est une clé forgée. C'est une clé énorme, lourde et tout, et qui n'est pas c'est pas la clé Yale. Oui. Il faut pratiquement être 2 pour la porter, quoi. Et ces balades que vous organisez dans le cadre de cette association, donc elle couvre plus généralement le patrimoine de Lusigny, et il me semble que vous en organisez jusqu'à Presles, enfin, sur le chemin de Presles. Alors ça, on l'a fait l'année dernière, au moment des journées du patrimoine également. On a fait une marche un peu sur le trajet de l'ancien pèlerinage, alors de l'église jusqu'à Presles, mais de façon à regarder tout ce qu'il y avait à voir sur le chemin de Presles, aussi bien le petit patrimoine genre Lavoir, que le château, que le cimetière, que l'ancienne voie ce qu'on appelle le TACO, l'ancienne voie du chemin de fer, du petit chemin de fer à voie étroite qui autrefois allait d'Arnay-le-Duc à Beaune, et puis Presles, etc., le Vallon et tout. Et ça, c'est une marche qui a bien marché, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a eu quand même du monde, et il y a eu des échanges qui se sont faits entre les participants à la marche sur qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce que ça représentait, etc. Et ça a été une expérience intéressante, et cette année, on va la répéter, mais à l'intérieur du village, pour aller de rue en rue, de place en place,
avec des gens qui, on espère, il y aura les résidents secondaires qui ne connaissent pas forcément bien toute la mémoire du village, et des visiteurs extérieurs ou des gens de villages voisins qui viendraient découvrir ce village dont on a dit qu'il était un village intéressant, enfin, qu'il était un village qui avait une certaine réputation de beau village. Mais dire que c'est un beau village, il faut d'abord savoir un peu plus sur l'histoire des choses, des gens, etc. Donc ça va être intéressant, je pense, si ça marche bien, pour que ça ne soit pas uniquement une vision de paysage général, mais que ça soit aussi une connaissance et reconnaissance de la manière dont les gens vivent depuis longtemps, et encore maintenant. Je crois qu'avec ces mots, tu m'offres une belle conclusion. Si, c'est très intéressant. Non, je sais pas. Peut-être, oui, voilà, avant de clore cet épisode. Des choses qu'on peut remettre dans le... Ça va être difficile de... Juste pour l'association, remercier tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, et généreusement, gracieusement, et qui nous ont permis d'atteindre quasi l'objectif fixé avec la Fondation du patrimoine, et permis aussi, dans le cadre de l'association proprement dite, d'organiser des événements. Donc nous avons presque atteint notre but initial, qui était la mise hors d'eau de l'édifice. Nous sommes donc sereins, effectivement, vis-à-vis de l'avenir, mais nous ne pouvons que remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, bienfaiteurs, sponsors, simples donateurs, de nous avoir permis ces réalisations. Alors, juste une petite précision, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolé, par rapport aux travaux, effectivement, au départ on avait prévu toiture et clocher, mais entre-temps c'est greffé, là on va refaire aussi toute l'horlogerie, parce qu'on s'aperçoit que le clocher étant défectueux, toute l'horlogerie a aussi souffert, quoi. Donc tant qu'on y est, et tant qu'on va avoir les échafaudages sur place, parce que je ne sais pas si vous avez une petite idée, mais la mise en place d'un échafaudage, c'est une petite fortune. Donc c'est un tiers du prix en gros. Et donc voilà, on va en profiter pour remettre toutes les cloches et tout le système électrique qui fait fonctionner les cloches en ordre de marche, quoi. D'autant plus qu'on n'a pas d'horloge. Mais alors, il me semble qu'il y a une horloge d'un côté. Non, que d'un seul côté. Il y en a une, il me semble. Il devrait y en avoir une en fronton. On voit l'emplacement si on regarde. Ah, on voit l'emplacement, oui. Si on compare aux autres églises de la région. Nous avons beaucoup de visiteurs et tout le monde, tous ceux qui passent, nous disent « Mais qu'est-ce qu'il est beau votre village !» Et ils ont raison. Oui. Ils ont raison. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, très riche. On a évoqué des points très très intéressants, notamment en rapport avec le patrimoine local, le petit patrimoine, comme disait Hugues. Et c'est très intéressant puisque l'Usigny n'est pas un cas isolé, hein, on l'a évoqué, il y a beaucoup de communes en France dans cette posture-là, notamment vis-à-vis de leur église. Je pense qu'en dernier mot, il n'y a qu'une chose à dire, c'est venez à l'Usigny, venez dans la vallée de l'Ouche, notamment à ceux qui passent souvent à Beaune, qui est très touristique. L'Usigny est quand même très proche, et la vallée de l'Ouche est très proche, et c'est un petit havre de paix, un joli coin de Bourgogne. Il fait frais, même en été de canicule. Il fait frais, c'est beau, il y a des beaux monuments et les gens sont très sympas.